Parfait. On partage ça sur différentes plateformes. C'est bon. Commencer à arriver tranquillement. Une personne. Laisse-moi deviner. Audrey. 19h56, mon pari à soir. 19h56, on va prendre les notes. Je vais l'appeler Audrey, je ne l'appellerai pas comme qu'elle s'est appelée dans son vidéo. La vieille grébiche. 8h02 pour moi. OK. Donc 8h02 puis 7h56. Ouais. OK. Excellent. On a 5 personnes d'arrivée. 8h23 pour moi. OK. Sylvain Demers, salut Sylvain. Oui, Sylvain, un inconditionnel des lives. Puis j'ai eu la chance de le croiser justement là, du côté du salon là, à Québec là, cette année. Toujours très intéressant d'y jaser. Là. On voit qu'il est craqué de l'île, puis pas rien qu'un peu. Là. Bon, fait que bonsoir tout le monde. Bienvenue à la saison 1, épisode 8 du balado Parlons Anticosti. Comme à tous les semaines, notre but est de démocratiser la chasse sur l'île d'Anticosti, vous présenter différentes techniques, différents concepts, différents secteurs de chasse pour éveiller votre intérêt. Donc, ce soir, à mes côtés, comme à tous les semaines, j'ai le plaisir d'avoir mes deux acolytes, Maxime Dubé et Maxime Moreau, pour parler de chasse. Salut les gars, comment ça va ce soir? Ça va bien, ça va bien. Le printemps arrive, ça fait du bien, c'est bon pour le moral. C'est enfin de voir, même si la pelouse est jaune, ça fait toujours du bien de voir de la pelouse. Moi, je suis rendu là. Dans l'hiver, je suis rendu à l'étape où je suis content de voir de la pelouse jaune. Maxime Dubé, il faut que tu remettes ton micro, tu es sur mute. Oui, effectivement, c'est juste parce que j'ai encore des enfants à background, fait que je ne veux pas avoir trop de bruit de fond. Mais oui, tu vas dire, effectivement, les dernières journées, là, avec la pluie qu'on a eue, ça fond relativement vite. On a toute une petite pensée par rapport à l'île, comment ça peut se passer aussi. On espère tous que ça fonde aussi vite là, que qu'est-ce qu'on peut voir ici. Alors, écoute, c'est sûr je pense que le printemps, on a tout hâte. Rendu au mois d'avril, là, la pêche d'hiver est finie, on s'enligne vers d'autres chasses, mais c'est comme une période d'entre-deux qu'on est content de voir quand même. Là. Oui. Avez-vous eu des nouvelles, justement qu'on rentre dans le vif du sujet, avez-vous eu des nouvelles de votre côté du niveau de neige présentement sur l'île? Le niveau de neige est très élevé. Ça n'a pas fondu. Il n'y a pas nécessairement vraiment plus de neige que quand on s'est parlé il y a quelques semaines de ça. La différence, c'est que ça n'a pas fondu. J'ai justement un ami qui a mis une photo pour comparer l'an passé versus cette année. L'an passé, à même date, sa piscine restait un rond de glace dessus. Et cette année, on ne voit pas la piscine encore avec la neige. Fait que c'est le jour et la nuit, là. Ça se compare pas. On a un hiver. On ne peut pas dire encore si c'était vraiment un hiver rigoureux pour le chevreuil, parce que les conditions ont été, je crois, jusqu'à présent quand même correctes. Là, il reste juste à se croiser les doigts pour que ça se mette à fondre vite, que toute la pluie qu'on a là, elle aille à l'île, puis que la neige à fonde. Parfait. Fait qu'il va falloir suivre ça de près dans les prochaines semaines, mais ça va sûrement débouler très, très vite avec le beau temps. Surtout avec, peut-être, si on est chanceux, des vents chauds, des vents du sud, qui pourraient pousser de la belle chaleur sur l'île. Ce serait très agréable. Ce soir, au niveau de l'épisode 8, on poursuit, dans le fond, la continuité, comme promis, de notre sujet de l'épisode 7 du mois de novembre. Pour ceux qui n'ont pas visionné le dernier épisode, à l'épisode 7, on parlait du pré-rut sur l'île, mais du début novembre, aller jusqu'au 8 de 9 novembre, les habitudes du chevreuil, les techniques de chasse à appliquer pour se démarquer à cette période peut-être un petit peu plus difficile que la normale. Puis là, aujourd'hui, on attaque vraiment la période clé que tout le monde rêve de chasser sur l'île, qui est à partir du 9-10 de novembre pour la pleine période d'accouplement. Donc, les gars, vous, de votre côté, vous devez avoir hâte déjà de chasser en mi-novembre. Ouais, c'est sûr que
ça amène des situations qui est tellement emblématique là, de la chasse à l'île. Là. On ne se le cachera pas de faire venir des bocs ou surtout des faire venir comme avec la guenille ou d'avoir une espèce d'interaction, de voir à quel point les mâles sont omnibulés là, complètement là, par la recherche de femelles. Ça amène des situations qui sont uniques quand même. Puis, d'avoir à l'île, d'avoir des opportunités qui se présentent des fois, plusieurs fois d'une journée. C'est pas rare de partir. C'est sûr que moi, dans mon cas, je pars avec 2 chasseurs, puis de revenir au camp, tu as 2 bocs ou tu as 3 bocs là, sur le 4 roues. C'est quand même. Tu as plusieurs occasions qui peuvent se présenter pour vivre ça. Des expériences qui sont relativement uniques à cette période-là où les mâles sont vraiment vulnérables. Là. Je ne sais pas, toi, de Max, de ton bord, c'est au niveau de quoi qui nous t'essaye ou plus, encore plus là, du côté du mois de novembre. Là, je ne sais pas si il y a de quoi qui te vient en tête aussi. Là. Écoute, il y a vraiment une fébrilité. Là. Quand le mois de novembre arrive, il y a vraiment une fébrilité, même au niveau des guides. On le voit, c'est perceptible. Le soir, on revient, on se le demande. Puis aujourd'hui, t'as-tu fait rentrer quelque chose sur le call? T'as-tu fait rentrer de quoi sur le rattling? Quand il y a des changements de partie à l'avion, les différents camps, on se rencontre, puis on se pose la question. Puis comment ça va, comment ça se passe, à savoir lequel va faire venir le premier buck sur le call, sur le grunt, sur le rattling. L'année passée, j'ai pas mal été ce chanceux-là là, avec mon buck sur le rattling au mois d'octobre. Là. Mais sinon, quand ça se met vraiment à être le rut, là, c'est un autre monde. Là. Des opportunités sur des balles matures dans une journée, il peut en avoir plusieurs. Surtout, on va probablement en parler un petit peu plus tard, là, quand on tombe sur une femelle en chaleur. Puis quand que je parle de tomber sur une femelle en chaleur, là, ça ne veut pas nécessairement dire de voir la femelle. C'est qu'on va voir une situation qui va nous dire qu'il y a une femelle en chaleur dans ce coin-là. Puis c'est un endroit clé qu'on va coller pendant la journée. Je vais justement avoir une anecdote par rapport à ça qui nous est arrivé cette année. Puis vous allez en voir des bocs. Là. Mais c'est une durée courte. Normalement, c'est moins de 24 heures. C'est là que ça se passe, à cet endroit-là précis. Puis c'est incroyable ce qu'on peut voir. Fait que c'est vraiment le fun. C'est un autre dynamique. Puis c'est là, normalement, à ce temps-là de l'année, que les clients, je leur donne le plus de misère. Parce que quand on voit un boc qui est sur une mission, qui a une idée dans la tête, puis qui traverse, pas le temps de commencer à regarder dans les jumelles, on avance, on fonce, on va le couper. Puis c'est souvent là que il y en a qui me disent qu'ils passent proche de faire une crise cardiaque. Puis, mais ça me fait plaisir. Ça me fait penser, cet hiver, j'ai fait passer une petite vidéo parce qu'on a un chien de chasse à la maison. Pour ceux qui ne l'ont jamais entendu, on a ça. Écoute, ce chien-là, tu n'as pas le choix de le faire marcher. Là, puis c'est un griffon. Là, il est tout le temps au bout de sa laisse, il est tout le temps en train de tirer. Puis j'avais fait un peu l'analogie en tant que tel avec le chien. Qu'est-ce que le chien fait avec moi quand je le promène? C'est marche un peu ce que je fais, puis je pense que Max, ça doit être la même affaire avec nos clients. Là, on est tout le temps à un pas qui est accéléré. On essaie de justement d'amener nos clients le plus rapidement parce que des fois, ça se passe tellement vite. Puis un chevreuil à vitesse que ça peut se dérouler. Puis écoute, j'ai encore en image l'automne passé, la première journée, quand j'étais avec TFCP, là, avec Daniel puis Patrick, là, on courait après les box, ça n'avait aucun bon sens. Courir. On a couru et on a crié là, pour essayer d'attirer l'attention. C'était cette journée-là, dans mon secteur, c'était la folie, les box. De dire qu'ils sont tellement concentrés sur une odeur. J'ai encore l'image d'un boc. J'ai jamais vu ça, un boc marcher aussi vite, la tête à terre, sans relever la tête. C'était impressionnant de voir ça aller. Là. C'était comme un chien pisteur. Donc, mon analogie avec mon chien, c'était ça aussi. Là. Tu voyais qu'il était sur une trace là, en tant que tel, puis c'était essayé de le faire arrêter. C'était quasiment. Ça a été impossible, cette journée-là. C'était dur à le suivre. Fait que, quand on arrive dans ces situations-là, des fois, à force d'en voir, avec dans tous nos années de guidage, c'est qu'on sait qu'à un moment donné, il y a des moments où on a du temps pour réagir, puis il y a des moments où c'est go, go, go. Si tu veux l'avoir, c'est ah ouais, il faut agir, il faut réagir rapidement. Puis c'est ça. Fait que, comme tu dis, comme Max dit, ça arrive qu'on fait courir nos gars. Pas mal, peut-être, on augmente un peu le rythme habituel de marche comparativement à, mettons, un rythme normal. Là.
Mais c'est intéressant de voir ça aussi que l'intensité commence à prendre, plus le mois de novembre avance. Puis c'est pas juste l'activité de chevreuil, c'est comme vous dites aussi, l'activité, vous autres, si vous voyez un visuel sur un buck, c'est un niveau d'excitation très élevé. Fait que, vous n'hésitez pas là, à anticiper le mouvement de chevreuil puis à réagir rapidement. Moi, je pense que le premier conseil que j'aurais à donner à quelqu'un qui chasse au mois de novembre, qui est rendu en période de rut, à partir du moment où vous voyez un chevreuil et que ça a des cornes, marchez en direction pour le couper. Votre analyse du territoire, votre analyse de comment vous allez finir votre approche, comment vous allez aller le récolter, vous allez la faire en marchant, en vous dirigeant. Ça arrive souvent, mettons, je prends mes jumelles, je fais le tour d'une plaine, je vois un buck. Je dis au client, OK, il y en a un, go, on y va. Le client prend ses jumelles, il lève ses jumelles, il regarde. Je baisse ses jumelles, on regardera là-bas. Go, c'est le temps d'y aller. Le temps que vous vous rendez, souvent, le buck va avoir fait un bon bout de chemin. Fait que c'est vraiment, dirigez-vous pour le couper. Puis pendant que vous y allez, analysez ce que vous voyez en avant de vous. Y a-t-il des arbres, y a-t-il des roches, y a-t-il quelque chose qui peut vous cacher, qui fait que vous allez faire une meilleure approche pour aller closer. Quand vous allez être rendu à distance de tir, là, vous pourrez prendre la décision à savoir est-ce que le panache est assez gros. Mais ne perdez pas de temps à analyser à longue distance. Rapprochez-vous, closez ça le plus proche que vous pouvez, puis vous poserez la question si vous le voulez rendu là. Je dirais, pour rajouter de mon bord, comment je pourrais dire ça? Effectivement, j'ai comme mon approche se fait en 2 temps. Puis ma remarque était en premier par rapport aux jumelles, comme Max vient de le dire, les clients, ça arrive assez souvent de mon bord quand j'ai un client qui s'en vient avec moi. J'ai fait laisser les jumelles soit sur le VTT quand on part à marcher puis qu'on fait une run pour justement éviter cette espèce de situation-là où que les clients veulent voir le buck. Mais je leur dis souvent, laisse tes jumelles ici, j'ai les miennes. Actuellement, mes yeux sont quand même pas trop pires. Je devrais m'en sortir. Puis moi, je dois te dire ce que je vois. Puis ça va durer le temps que c'est nécessaire. Puis on ne perdra pas ce temps-là en double. Parce que c'est ça, des fois, c'est tellement rapide que 1, 2, 3 secondes peut faire la différence au final. Dans mon approche, c'est intéressant, je pense que c'est le but du live, c'est d'avoir des avis, l'avis de Max, l'avis d'un chasseur avec FX, un avis d'un autre guide me concernant. Je dirais que oui, je vais regarder, de mon bord, je vais regarder le buck, comment il réagit. Si c'est un buck stationnaire, premièrement, si c'est un buck qui se déplace, il va se déplacer. C'est sûr qu'il va se déplacer, puis ça, je suis avec Max à 100% go, puis ton scénario va se faire au fur et à mesure que tu vas avancer. Puis je pense que le monde sait aussi, de mon bord, rendu au mois de novembre, ça arrive régulièrement, je vais tout faire pour que le buck me voie. Puis une fois qu'il me voit, là, je vais pouvoir gérer la situation. Puis habituellement, je te dirais qu'on le fait venir à nous autres relativement bien. Mettons une très bonne proportion. Dans l'optique que le buck est immobile quand je le vois. Si le buck est immobile et qu'il me regarde, c'est une chose. Si le buck est immobile et qu'il ne me regarde pas, là, par contre, là, je vais prendre du temps de mon bord pour essayer de voir qu'est-ce qui le retient là. Puis actuellement, ce qui le retient, c'est une femelle. C'est très rare que ça va être de la bouffe. Puis des fois, la femelle, ça peut prendre 1 heure avant que tu la vois. C'est impressionnant. La femelle peut être couchée dans les arbres, puis on ne la voit pas, puis le buck est là et ne bouge pas. Un buck stationnaire, c'est impressionnant. Tu n'auras beau chercher et ne rien voir, s'il est stationnaire, c'est parce que tu n'as pas vu la femelle. J'ai des situations, je te dirais, je vais arrêter de les compter, là, qu'à partir du moment qu'un buck est stationnaire, c'est go, à cette heure, pose pas plus de questions, avance dessus. Il va finir par te voir. Mais à partir du moment que la femelle ne t'a aussi longtemps que la femelle ne t'a pas vu, tu n'es pas en danger parce que le buck veut rester avec. Fait que même s'il te voit, c'est pas grave, puis tu peux avancer, mettons, à distance qui est intéressante pour faire un tir. Fait que, tu sais, il y a deux. Moi, mon approche va avoir entre 2 temps. C'est vraiment observation. Est-ce qu'il est stationnaire? Est-ce qu'il est en mouvement? Mais c'est sûr que, comme Max dit, s'il est en mouvement, go, 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 puis ton scénario va se créer au fur et à mesure que tu vas avancer dessus. Mais, j'ai une anecdote, moi, pour chevreuil stationnaire au mois de novembre. OK.
C'est justement quand je suis allé à Renard-Rousseau, on s'en va à une place, puis il y a une petite baie comme cachée. On parque les VTT, on arrive dans la baie, on voit un 8 points. Mon client, il dit, je sais pas, je suis sur le bout. Je dis, on fait une approche, on verra après. Fait qu'on fait l'approche, on est rendu à peut-être 60-70 mètres du chevreuil. Il bouge pas, il est là. Je me mets à regarder avec mes jumelles. En avant de ce boc-là, à peu près à 10 mètres de lui, je vois des cornes qui dépassent au travers de l'herbe. Il y a un autre boc qui est couché là. Là, je comprends. Là. Je dis, OK, lui est couché là, ça veut dire qu'il y a une femelle de coucher en avant de lui. Là, ça, c'est comme un petit boc qui ne peut pas s'approcher de la femelle. Fait que là, je dis à mon client, il sait pas où il met sur lui pointe. Je dis, non. C'est pas celui-là. Il y en a un bien plus gros en avant de lui. Et je le vois pas. Je regarde au travers du foin, là, on va voir le panache. À un moment donné, le box se vire la tête, là, il voit les cornes bouger. Et Colin. Je dis, OK, prépare-toi. Je vais le faire lever. Fait qu'il s'installe pour tirer. Puis je commande. Je lâche un cri. Hey! Il y a un 4 points qui sort du bois. Là, on a 3 bocs à la main nous autres, là. Il ne s'est pas levé encore. Je recrie. Hey! Il y a un spike qui sort du bois. Là, on a 4 bocs à la main nous autres. Je recrie. Hey! Il y a un 3 points qui sort. Voyons, calique, là. C'est n'importe quoi. Là, je dis, là, prépare-toi, là, je vais crier le plus fort que je peux. Je gueule. Mais je gueule. Le boc se lève. Paf, tire le boc qui tombe à terre. La femelle, elle se lève, elle part à la course. Les 4 autres bocs partent en arrière de la femelle. Fait que c'est pas parce que t'en vois un qu'il y en a juste un. Cette fois-là, là, sérieusement, c'est la première fois que ça m'arrivait de crier puis que les autres bocs sortent du bois de même. C'était incroyable. T'as rien qu'à crier plus souvent. Oui, c'est ça, je les appelle de même. Ça, tu comptes ça, Max. Puis, je me rappelle, en 2014, là, justement, dans un groupe au mois de novembre, d'arriver dans une place, là, justement, quand j'étais à Aquila. Puis, écoute, moi, ça avait été une année qui était vraiment incroyable, 2014, malgré qu'à certains autres endroits, ça avait été plus dur. Puis, je me rappelle, cette place-là, écoute, je jouais je pense qu'il y avait comme 4 bocs que je voyais. Puis, il y avait le gros qui était en arrière, mais il y avait quand même quelques femelles qui étaient proches. Puis on a commencé à faire une approche, essayer de contourner les chevreuils. Puis à un moment donné, ben, j'arrête pour scanner, voir comment, si je peux faire une approche justement sur ce gros boc-là. Le gros boc marchait tranquillement et à un moment donné, en arrêtant, la seule affaire que je vois sur le boc, c'était un panache qui était à mi-chemin dans la plaine, couché là. Puis le panache se découpait dans le gros boc qui est en arrière. Tu sais, c'est exactement comme ton histoire. Fait que des fois, c'est ça, on est tellement concentré sur un qu'on peut manquer d'autres choses autour. Puis, tu as soulevé un point que je trouve qui est hyper intéressant, comme tu dis, de voir un petit boc qui est couché à découvert au mois de novembre. Pour moi, c'est un signal d'alarme. Il y a une lumière qui doit être allumée en partant parce qu'il y a une raison pourquoi il est couché là. Puis, fort probablement que la femelle est plus loin avec le boc, puis lui, il reste à distance. Fait que ça, c'est souvent un indicatif, surtout si le petit boc est couché, c'est un indicatif comme quoi que prends tes jumelles et prends le temps de regarder, justement, de zioter, puis peut-être que tu vas réussir à avoir justement 2 têtes, une tête de femelle, une tête de boc. Justement en périphérie, en bordure du bois ou à proximité d'un îlot là, dans une ouverture. Là. Fait que c'est beaucoup de signes qui peuvent nous amener à un succès qui est relativement intéressant, même si les chevreuils ne sont pas en visuel dans le moment immédiat. Là. Ben, puis tu sais, par rapport à ça, par rapport au fait que des fois, il faut observer quand on voit un chevreuil couché ou vraiment un mâle dans une ouverture. C'est souvent, au mois de novembre, on appelle ça le lockdown. Puis justement, Eric, là, un de nos followers là, préférés là, du podcast, Eric, là, il dit justement lockdown, ça, c'est le best. Quand on en trouve un jam avec sa famille, ben c'est ça. Le lockdown, quand tu trouves en novembre un chevreuil là, isolé, un bas qui reste sur place, là, les gars viennent de le dire, c'est ce que ça prend. Là. Puis c'est une opportunité à saisir. Moi, ma question, une les gars. chose qui peut être bon aussi. Oui, Oui. vas-y. Non, vas-y, je t'écoute.
une chose qui peut être aussi importante, dans une affaire de même, vous arrivez, la femelle, elle rentre dans le bois, le boc la suit. Vous n'êtes pas obligé de partir direct en arrière. À moins que vous connaissiez vraiment le territoire, vous savez où ce qui va s'en aller pour essayer d'aller le couper. Souvent, le bois va être trop sale pour être capable d'aller le chercher. Ouais. Assisez-vous, attendez. Bien souvent, cette femelle-là a fait un demi-rond, elle revient, elle ressort dans la plaine ou elle ressort dans l'ouverture. C'est immanquable. Il y a un autre boc, le boc va le suivre. Il va suivre partout ce qu'elle va aller. Fait que soyez pas pressés. Un coup qu'elle s'est sauvée, là, prenez le temps, prenez une demi-heure, assisez-vous, attendez. Il y a des très fortes chances qu'elle ressorte avec le mâle parce qu'il ne faut pas oublier que elle, tant qu'elle n'est pas prête, là, elle va se sauver. Là. Elle va couvrir du territoire, puis il y a des fortes chances qu'elle repasse là. Fait que ça, c'est pas à négliger aussi. Puis t'imagines-tu le dépôt d'odeur? Tu sais, quand elle se déplace, là. Tu sais, souvent, là, que ce soit au Québec, sur le continent ou à l'île, quand il y a une femelle, là, les mâles partent après une femelle, il y a une raison, c'est parce qu'elle est sur le bord d'être en chaleur. Mais elle sécrète des hormones, elle sécrète des odeurs. Même si c'est à part, justement, ça le dit, elle vient de partir, elle laisse un dépôt d'odeur. Fait que c'est le temps, des fois, peut-être de passer de l'affût aussi, parce qu'il y a d'autres mâles qui vont sentir ça. Il n'y a pas juste un mâle qui a senti ça. Là. Fait que dans ces périodes de vulnérabilité-là, je pense que des fois, arrêter d'être un petit peu proactif puis d'être un petit peu plus passif dans ce temps-là, quand on le sait, garde, là. Il y a 2 bocs qui ont passé là, la femelle est partie, elle va sûrement revenir. Si elle a laissé de l'odeur, c'est sûr que d'ici 2 heures après, il y a un autre boc qui passe. Bien, ça, c'est une chose qui m'est arrivée justement l'automne passé. J'ai envoyé un client à une place. Je dis, va voir là-bas. Bon, j'explique un peu comment c'est fait. Je dis, les chevreuils devraient sortir de là, puis tout ça. En montant là-bas, il tire un jeune mâle, il le laisse là, puis il continue à aller s'installer où ce que j'y avais parlé. Pendant qu'il était installé là, il a retiré je pense que c'était un 6. Il a tiré le 6 points, mais il est encore de bonne heure, fait qu'il reste assis là. Là, il voit arriver à gauche un boc, plus gros que ce qu'il avait tué. Il fait tout le bord de la plaine. Il repart. Un autre boc qui arrive un peu plus tard, même affaire. Un autre boc qui arrive un peu plus tard, tous les bocs vont tous dans la même distance, tout le temps par la même place. Là, quand on se rend compte un petit peu plus tard, il me compte ça. Il dit là, à soir, c'est sûr, il y a quelqu'un d'autre qui va se réinstaller là. C'est une femelle en chaleur qui est passée. Elle a laissé ses odeurs. Exactement comme tu as dit, FX. Puis, j'ai dit, ça dure 24 heures. Fait que ces odeurs-là là, vont attirer d'autres mâles. Rendu au soir, j'ai réinstallé des gars-là. Puis, ils ont vu, je pense, c'est 4 ou 6 bocs dans la soirée. Passer exactement à la même place, faire la même affaire. Fait que, une femelle en chaleur, là, si vous trouvez ça, puis comme je vous dis, ils n'ont jamais vu la femelle. Là. Jamais, jamais, jamais. Mais les signes que les mâles passaient tout le temps à la même place me démontrent que c'est possiblement une femelle en chaleur. Puis, toute cette journée-là, ça a été une place gagnante. Ben moi, j'ai une anecdote à compter par rapport à ça. Quand j'ai eu la chance de chasser renard en 2020, là, du 11 au 18 novembre, la journée que je comptais là, dans un épisode précédent, que mon télescope avait embué, là, j'avais perdu mon télescope, cette journée-là, vu que ça n'avait pas de bon sens, là, on avait une queue d'ouragan, j'avais pris le camion à l'époque du guide qui était là, puis pour aller à Senta au bout, pour ne pas me faire mouiller en VTT. Puis avant d'arriver à Senta au cul-de-sac de la Transanticostienne, il y a une calvette avec un ruisseau. Puis il y a un détour juste avant de prendre la fourche là, pour aller à l'Afrique, là, au camp satellite de Cormoran. Fait que je rentre dans le trou là, je vois une femelle passer à la course en avant de moi. Mais tu sais, pas une femelle qui a eu peur du pick-up, elle traversait le chemin, mais vraiment de manière comme si elle s'était fait pousser. Fait que là, j'ai dit, hey, tabarouette, on est le 13 novembre. Fait qu'on, là, j'arrive, je vais me virer un petit peu plus loin, je vais stationner le camion. J'ai dit, je vais m'asseoir là des fois. Ben, en revenant, il y a un 8 pointes dans le chemin. Le nez à terre, il n'a jamais eu le temps de tirer. J'ai dit, oh, fait que ça veut dire que la femelle est sûrement en chaleur parce que le bug a le nez à terre. Fait que là, j'ai dit, je vais aller virer à Santa au bout, je vais aller faire ma séance de chasse de l'après-midi, puis en revenant, je vais passer du temps là. Mais en revenant, j'ai revu 2 bocs exactement où ce que le mâle avait traversé à cet endroit-là. Puis en plus, il mouillait. Fait imaginez le dépôt d'odeur que ça a pu avoir, puis comment que le chevreuil a la capacité de sentir justement le début des hormones, de l'odeur de la femelle. Est-ce que c'est un hasard? Peut-être, mais drôle d'hasard quand même quand la femelle a passé et que moins de 2 heures plus tard, il y a 3 mâles différents que j'ai vus, sans compter ceux que je n'ai pas vus, qui ont passé exactement au même endroit. Puis c'est pas de la migration, là. Il n'y avait pas de neige. On était le 13 novembre, puis il mouillait à Sio. Là. Ça, là, je trouve que c'est quelque chose quand même important que tu amènes là, parce que si vous êtes dans un groupe de chasse où vous avez une personne à mobilité réduite,
et que vous voyez quelque chose comme ça un matin ou un midi, dépêchez-vous d'aller chercher votre partner de chasse qui a de la misère à se déplacer et venez l'installer là. Vous l'installez. Des fois, ça a l'air de rien. Là. Ça peut être d'un croche ou ce que tu vois vraiment pas loin. Là. Mais vous y augmentez ses chances puis vous lui permettez de voir de quoi de spécial. Là. Ça, c'est vraiment à prioriser. Je vous le dis, une femelle en chaleur, une place de même que vous soupçonnez une femelle en chaleur, oui, ça vaut la peine d'être stationnaire. Fait que pour une personne à mobilité réduite, c'est l'idéal. Sur le plan comportemental, tu sais, exemple, la femelle chevreuil, on le sait que les mâles vont bouger beaucoup durant le rut, mais il ne faut jamais oublier initialement que le domaine vital d'un cerf sur l'île, c'est 650 mètres par 650 mètres. Fait que la femelle, elle ne fera pas 7 km là, en chaleur. La femelle va rester dans un petit domaine quand même restreint, beaucoup plus inférieur au mâle. Fait que d'une manière ou d'une autre, je ne dis pas qu'elle va repasser au même endroit, mais il y a des fortes chances qu'elle repasse dans le même secteur. Oui, puis ça, c'est un excellent point, FX. Puis en passant, parenthèse, la place que tu parles, il y a une cage depuis 2023 à cette place-là. Ah. Oui. Il y a de quoi qui est installé là permanent. Ah. Puis c'est ça. Par rapport au point que tu amènes, moi, la chasse au mois de novembre, je vois ça en deux types d'approches possibles. Selon moi, tu parles des femelles. Les femelles sont 12 mois par année dans un comportement d'alimentation. C'est sûr que les chaleurs, c'est une période qui est extrêmement courte, mais elle va continuer à s'alimenter. Quand on voit une femelle qui est en chaleur, souvent, on va voir le boc qui est proche. Mettons, si on a l'occasion de voir ça dans une ouverture, le boc va être proche, il va être couché, la femelle, elle la mange, puis le boc est là, puis il se tient proche. Elle continue à manger. Tu as une approche que tu continues à chasser les zones d'alimentation qui sont disponibles sur ta zone pour retrouver ces femelles-là qui s'alimentent et qui peuvent attirer des mâles. Deuxième option que tu as, c'est l'option que vous avez abordée, que Max a abordée par rapport à des gens qui ont des mobilités, mettons, réduites. Ou bien, moi, souvent, je la recommande aussi dans certains cas pour finir ta journée dans une bonne période, dans un endroit qu'on va dire un entonnoir. Des endroits où ça force les chevreuils à passer à un endroit précis. Puis rendu au mois de novembre, ces entonnoirs-là, c'est sûr que ça canalise des bocs. Puis, tu sais, comme l'exemple que Max avait tantôt, je suis à peu près sûr que, mettons, sur la structure forestière, je suis pas mal convaincu que si on regarde ça, on réussirait à avoir un entonnoir qui est relativement intéressant, puis que ça a fait que les bocs ont tous passé à cet endroit-là. Donc, entonnoir pour intercepter des mâles en mouvement, où tu vas cibler une zone justement d'alimentation où les femelles vont se retrouver, puis que tu vas avoir des chances de voir des mâles justement qui vont venir donner un coup d'œil. Plus facile, selon moi, de chasser une zone d'alimentation parce que tu te retrouves avec des chevreuils qui sont stationnaires, des chevreuils qui vont rester en place parce que la femelle est là. Un entonnoir, c'est un chevreuil qui est en déplacement. C'est un chevreuil qu'il faut que tu arrêtes, que tu interceptes, justement, que tu coupes son momentum d'une manière, que ce soit en criant, que ce soit avec des calls. Il faut que tu captes son attention parce que lui, il est dans un passage. C'est juste c'est pas un endroit qui va arrêter puis de faire des stations. Il n'est pas en voyage entre deux vols là, en avion. Là. Il est vraiment, je traverse là parce que je m'en vais rejoindre tel autre endroit qui a un intérêt, qui peut avoir des odeurs intéressantes. Deux options que, selon moi, la chasse de novembre peut se détailler en tant que telle, deux approches différentes. Là. On a reçu une question que j'ai trouvée pertinente, les gars. Je voulais tantôt vous en parler. Ça fait environ une dizaine de minutes qu'on a reçu la question. Lors d'une approche au mois de novembre, peu importe la période, mais surtout au mois de novembre, à quel point est-ce que nos odeurs corporelles peuvent affecter notre track? C'est une question qui provient d'Alexandre Tessier. Bien, personnellement, c'est excessivement important que tu n'aies pas le vent dans le dos. Parce que, veux pas, tu vas... Bien, il faut le voir quand même en deux temps. Un chevreuil, c'est une mission quand il y a une idée dans la tête, des fois, il ne portera pas tant attention à l'odeur. Versus un chevreuil qui va être arrêté, qui va être, mettons, accompagné d'une femelle, là, l'odeur va vraiment plus le titiller. Mais dans toutes mes approches, je vais vraiment essayer de travailler avec le vent pour moi.
Mais si je prends exemple, cet automne, j'ai un buck, ben, j'ai compté l'anecdote là, où je faisais reluire les cornes là, au soleil. Là. Ouais. J'avais le vent direct dans le dos. Là. On était au mois de novembre, le vent dans le dos, mais on pourrait dire qu'à ce moment-là, on pourrait quasiment le comparer à l'orignal. Le rut a pris le dessus sur ce buck-là. Il est devenu plus crinqué que craintif. Puis il s'est approché sur nous autres, même si notre odeur s'en allait direct sur eux autres. Parce que dans le cas de mon odeur, puis Max, je suis pas mal sûr que c'est pareil pour toi, là. Fais attention pas tout à mes odeurs de vêtements là, quand je suis au camp. Là. C'est... On peut pas contrôler ça, on n'a pas le temps. Que ce soit d'aller tanker 4 roues, tanker le troc, notre linge sèche avec le linge de tout le monde. Dans mon cas, la cuisine est là, on cuisine là en tant que tel. Fait que des odeurs, c'est. Ouais, t'habites avec Olivier, ça sent fort. Là. Comment tu dis ça? Si t'habites avec Olivier, ça sent fort. Là. Bon, le dominant, là. Mais tu sais, Anticosti, vous avez l'opportunité d'avoir un territoire tellement grand que vous allez vous arranger pour travailler avec le vent favorable pour vous autres. Quand vous faites une approche, tu sais, je parlais tantôt, vous décollez tout de suite, mais ça fait partie des choses, de la première chose que j'analyse quand je vais faire mon approche. Mon vent est comme ça, c'est comme ça, il faut que je me dirige, OK, j'ai des arbres là, ou ce que là, je me fais une espèce de petit, pas un pattern, mais une idée de comment je fais mon approche, mais en ayant le plus de choses favorables pour moi. Puis, veut pas, le type d'arme à feu, ben, le type d'arme que vous utilisez va jouer. Si il y a un vent faible, puis que vous chassez à l'arc, ben, allez-y pas le vent dans le dos. Mais si vous avez un vent faible, puis vous êtes à carabine, puis vous êtes à l'aise à faire un tir à 200 verges, quand même que vous vous approchez avec le vent dans le dos pour 1 minute, vous n'aurez pas de problème à le récolter. Fait que c'est tout le temps un calcul, à essayer de trouver les enjeux qui pourraient vous nuire. Ton micro est mute, mon Max. Oh, je croyais avoir pesé dessus. Ça, j'allais dire, c'est quoi dire de plus? Ouais. Mais c'est sûr que si vous utilisez une 6.5 Creedmoor, vous partez avec 2 prises d'avance. Je fais un petit clin d'œil à Éric Bouchard qui a fait une vidéo aujourd'hui parlant de la 6.5 Creedmoor. Je me suis dit, je suis sûr que c'est pour moi qu'il fait celui-là, ouais, le matin. Puis l'exemple qu'il a donné, là, il est avec moi. C'est toi en plus. C'est correct. C'est bien correct. C'est ça la beauté de tout ça. On peut tous avoir des opinions différentes. Ça ne veut pas dire que la mienne est mauvaise ou que la sienne est mauvaise. Non, tout le monde a des opinions. Ben, Eric, c'est parce que aussi, s'il faut comprendre, c'est qu'il est atteint d'une maladie sévère, là, des armes. Là. Eric, là, c'est pas compliqué. Tout ce qu'il a un calibre pour la chasse, c'est une maladie. Écoute, il n'avait pas chassé avec une 6.5. Quand il a regardé le gun à mon partner, il a dit, écoute, écoute, ça m'en prend une. Mais tu sais, Eric, c'est le même. Eric, là, il faudrait qu'il ait tous les calibres. Là. Eric, c'est un passionné. Correct, ça. C'est une belle maladie, ça. Oui, salutations, Eric. Mais changement de propos, par rapport, justement, vous parliez au type d'approche. Comme là, tu sais, on a parlé à date que les chevreuils sont plus vulnérables. C'est plus facile de faire une offensive, peut-être de manière rapide, parce que là, on sait qu'il y a une marge de manœuvre. Parce que le mâle, va être concentré sur sa famille. L'odeur peut l'intéresser. Fait que là, qui dit odeur, dit attention, on parle maintenant de technique d'appel. Les gars, comment vous voyez ça, l'appel, durant cette période-là? Les cornes? De mon côté, c'est les cornes, autant sur le visuel que sur le son pour capter l'attention. Hein. J'en ai parlé dans un des lives. Toutes mes approches sur les chevreuils, j'ai mes cornes en main. Souvent, je vais les prendre pour avoir une seule main avec mes cornes. De l'autre main, je vais avoir mon mouchoir blanc, je m'en vais, ou je vais avoir mon grunt en bouche pour avancer puis faire mon grunt. Fait que le visuel est excessivement important. Je vous l'ai dit, je vais les virer pour pouvoir montrer le reflet des cornes, mais je vais aussi adopter la posture du mâle. Tu sais, je vais être accroupi, je vais descendre les cornes au niveau du sol, je vais frotter des branches, je vais relever la tête, je vais redescendre, je vais regarder à gauche, à droite. Vraiment, il faut imiter le plus possible le body language du mâle. Ça, c'est la méthode que moi, j'utilise le plus à l'île Anticosti. Mais c'est secret, on n'en parle pas. Ouais,
Écoute, je pense que le body language, comme tu dis, c'est selon moi ce qui est le plus important. Puis, tu sais, exit, là, mettons, notre dossard en tant que tel. Pour moi, tu sais, le dossard est là, là. Tu peux pas t'en sortir à moins d'être toute la gang à l'arc là, ou à l'arbalète là, sous ton territoire. Là. Fait que, c'est sûr que tu vas avoir un dossard. Et le comportement, selon moi, a beaucoup plus d'impact que d'autres attributs. Moi, du côté des cornes, contrairement à Max, j'arrête de les traîner souvent à partir de Quand je suis rendu à mi-novembre, je les traîne quasiment plus. Je les utilise beaucoup plus fin octobre puis début novembre. Puis je vais les utiliser, mettons, plus fin novembre après ça. Fait que j'essaie de rester, mettons, le plus épuré possible de mon bord. C'est sûr que, on ne se le cachera pas, j'ai un territoire qui est extrêmement ouvert. Donc, on est capable de voir des chevreuils au loin, de faire des approches, justement. Puis, vous le savez, il n'y a pas une situation où un bug va être tout seul que je ne crierai pas après. J'aime ça crier après eux autres. C'est ma nature, je leur crie. Puis ce qui est intéressant, c'est que tu peux crier ce que tu veux, tu peux l'appeler comme tu veux, tu peux dire les pires niaiseries qui te passent par la tête, mais tu veux juste couper son momentum. Puis le reste, quand c'est une approche, là, à ce moment-là, comme Max a dit, le comportement, la vitesse d'exécution, on est souvent conditionné avec notre mode de vie qui est ultra rapide, point A, point B en véhicule. Après ça, notre travail, tout est conditionné à être extrêmement performant, puis on oublie de ralentir. Puis, dans ce cas-ci, c'est une des occasions qui est hyper intéressante. C'est justement de chasser à l'île au mois de novembre, puis d'avoir des situations. Puis, c'est sûr que la situation que je vais décrire à la limite de cette période-là. C'est les films que j'ai eu la chance de participer avec TFCP en 2023, les 3 récoltes à Jason Morneau à l'arc. Il y en a un qu'on a fait le premier box, celui qui a mangé la flèche dans la palette puis qui est tombé direct sur place. Ça, lui, le box, il venait à nous autres. Les 2 autres box, on a dû faire les approches parce qu'il était comme viré en mode alimentation. Les box, on les a approchés à peu près à distance de, je dirais, même pas 200 pieds. Les 3 box ont été tirés à 28 verges. Mais les 2 bocs qui étaient en mode alimentation, on était rendu inférieur à 200 pieds. Puis, il y a juste le dernier bout qu'ils ont fait, justement, que c'est eux autres. Le reste, c'est nous qui faisions l'approche. Puis, tu sais, celui, le 8 pointes, là, le dernier, le 3e que Jason a tiré, on est parti de loin. Et on le voit, là, Sébastien a filmé tout le long de notre approche complètement à découvert. J'ai été en avant, Jason est en arrière. J'avais la guenille dans une main, j'avais le téléphone à Jason de l'autre. Fait qu'on avait la prise de caméra en arrière avec Sébastien. On avait le téléphone en avant qui donnait la prise de vue que moi j'avais. J'avais ma guenille dans l'autre main. Et c'était seulement la vitesse. Je suis convaincu que c'est la vitesse d'exécution qui était au ralenti qui m'a permis de pouvoir faire cette séquence-là à l'arc dans un endroit complètement dégagé et d'avoir un tir sur ce boc-là. Puis même chose pour le deuxième, un 6 points qui avait des cordes un peu plus fines, mais lui-ci, il n'a jamais voulu venir à nous autres. Ça a été nous autres qui a été. Puis là, cette fois-là, ce 6 points-là, on est allés 3 ensemble, un en arrière de l'autre, qu'on a fait l'approche. Ça a été juste dans le dernier boost que le Buck est venu à nous autres pour se positionner à 28 verges que Jason a tiré à ce moment-là. Fait que, tu sais, c'est le body language, comme Max l'a dit, pour moi, c'est un des éléments qui est le moins, peut-être, possiblement parlé, puis selon moi, est celui qui a le plus d'impact par rapport à justement le comportement du chevreuil puis le résultat final. Puis tu sais, la guenille blanche, c'est un body language que tout le monde utilise, mais ça ne se résume pas à ça. Je pense que c'est juste la pointe de l'iceberg en tant que telle, la guenille blanche. Là. En plein ça, là. Fait que c'est un ensemble. Tu sais, il y a la vitesse d'exécution, il y a le scénario, comme Max disait, Max Moreau, les panaches, la posture, oui, la gainée avec le call. Mais tu sais, c'est ça, il y a aussi le plan d'anticiper peut-être le déplacement du chevreuil, puis il y a aussi la manière de se faufiler. Parce que vous devez toujours avoir peur quand même que la femelle vous stoule ou qu'il y ait un petit spike au bord d'un bosquet que vous n'avez pas vu. Puis
de vous stouler. Là. Vous devez, sûrement, ça Là, doit vous arriver. on parle juste des moments où on réussit. Là. Ouais, Mais ça arrive qu'on se plante. Là. Ça arrive qu'on se fait avoir. Puis on essaye le moins possible, mais ça arrive. Là. Mais par rapport, je vais vous poser une question. Les deux, vous êtes dans des secteurs plus ouverts. Mais pour ceux qui sont plus dans le secteur ouest de l'île, qui débarquent de Port-Meunier, souvent, c'est des secteurs beaucoup plus forestiers, à quelques exceptions près, mais comme Galiot, Chicotte, voire même Péric, tout ça, Jupiter, la mer, peu importe. Des secteurs qui sont beaucoup plus forestiers, quand même, vous appréhendez le route. Est-ce que vous allez être plus stationnaire? Allez-vous oser plus, allez vous compromettre des fois dans les zones plus sales parce que les ouvertures sont rares? Allez-vous plus opter pour du bord de mer? Comment est-ce que vous voyez ça? Max, tu permets-tu? Vas-y, puis j'enchaîne après. Parfait. Le peu d'ouverture dans le centre de l'île et l'ouest, selon moi, c'est beaucoup plus avantageux d'être stationnaire. Par contre, rendu au mois de novembre, tu peux utiliser toutes les ouvertures. Toutes les ouvertures, tu peux les utiliser parce que tu peux revenir à des endroits où tu as eu de la pression de chasse au mois de septembre, en début de saison, qu'il y a des bocs qui ont été récoltés. Tu peux revenir là parce que théoriquement, il devrait rester des femelles qui sont intéressantes pour les mâles dans ces ouvertures-là. Fait que, à moins qu'il y ait vraiment eu une épuration complète, totale de la zone, là, mais théoriquement, il serait supposé d'avoir quoi d'intéressant. Fait que tu peux revenir dans toutes tes ouvertures parce que j'ai quand même plusieurs analyses de cartes de fête, puis c'est sûr que, comme hier, je regardais Lac Solitaire, on n'a pas des tonnes, des plaines. Là. On n'a pas des tonnes. C'est sûr qu'un des beaux secteurs, je pense que c'est le côté Lac Huard ou bien Lac Roche qui donne quand même beaucoup de possibilités avec plus de possibilités que bien d'autres secteurs. Fait que tu es mieux d'être stationnaire au mois de novembre. Par contre, un comportement de mâle, quand il arrive dans une ouverture, le mâle va travailler avec des odeurs, justement, il va suivre des odeurs, mais regardez comment il agit quand il arrive à une ouverture. Il n'arrive pas à grande course. Mettons, s'il n'y a pas rien, il n'y a aucun stimuli. Là. Je parle, mettons, pas de rating, pas de grande, quoi que ce soit. Comment un mâle arrive? Il arrive, part dans l'ouverture, il arrête, il scrute. Il scrute, il regarde. Et là, puis il cherche. Il cherche avec son visuel, voir si, OK, tache brune, laquelle? Peut-être, c'est beau, je m'enligne sur elle. Fait que, tu sais, à partir, c'est là que il est vulnérable en tant que tel, parce que même si tu es dans un endroit qui est restreint, ça ne t'empêche pas de dire, regarde, c'est beau, je me monte, puis je sors la guenille, puis tu montres que tu es là. Laisse faire le reste, il va venir à toi si ton vent est bon. Si ton vent est bon, il va venir te chercher, puis tu n'auras pas besoin de marcher à lui. Puis encore là, moi je le fais, je me répète, là, je crie après chevreuil, puis on l'a fait sur vidéo aussi, là, justement, en 2023, on criait après un jeune boc, puis on l'a fait dîner. Ça a pris 2 fois avant que j'ai réussi à avoir son attention, puis la deuxième fois, il est fini par s'en venir à nous autres. On l'a laissé passer, il était trop petit. Mais tu sais, ça n'empêche pas que tu peux attirer son attention. À partir du moment que tu as son attention, paf, guenille blanche. C'est du comportement, c'est du visuel. Chevreuil, le boc, lui, il veut voir. Il va utiliser son odorat en premier pour relever ce qui est intéressant. Mais après ça, quand il arrive à une ouverture, il va prendre son visuel. Il prend le temps de regarder puis de chercher. Mais prends-le en défaut. Puis à ce moment-là, montre-dit que tu es là. Puis là, tu vas pouvoir dire, regarde, l'action va s'en venir à toi en tant que tel. Fait que ça, je te dirais, moi, honnêtement, dans un secteur avec peu d'ouverture, profite de celle que tu as. Parce que souvent, ces ouvertures-là, si ce n'est pas de l'alimentation, ça va être des ouvertures qui vont agir en tant que telles comme des zones de déplacement. Parce qu'il y a une facilité à se déplacer dans ces zones-là, même s'il n'y a pas de nourriture. C'est mon approche en tant que telle, c'est la manière de voir mettons, dans un endroit qui est plus boisé. Parfait. Max Moreau maintenant? Moi, je suis un éternel marcheur. J'ai pour mon dire que l'île d'Anticosti, je vois ça comme un buffet chinois. Tu sais, aller d'un buffet chinois pour manger de la salade, là, c'est pas vraiment à la place. Ça se fait, mais c'est pas vraiment à la place. Ben, pour moi, la chasse à l'île d'Anticosti, c'est de la chasse active, c'est de la chasse en marchant, c'est de la chasse fine. De faire de la chasse stationnaire, ça se fait, mais c'est de ne pas l'utiliser à son plein potentiel.
J'ai chassé l'Ouest en masse, en masse, en masse. Puis, je faisais que de la chasse fine. C'est sûr, par exemple, que je priorisais les endroits vraiment où ça va se déplacer. Les entonnoirs, les blowdowns, les chablis, les anciens exclos, les bûchers qui ont été faits. C'est tous des endroits que je vais vraiment me concentrer. Quitte à marcher un peu moins vite, mais c'est sûr que je vais marcher. Je suis plus capable de... C'est vraiment pas ma tasse de thé de dire que je vais m'asseoir. Je veux vraiment en profiter là-bas pour marcher. Oui, puis d'ailleurs, on vient de recevoir un commentaire d'une de tes clientes. D'une de tes clientes, d'une de c'est ta meilleure cliente, Mme Audrey Lavallée, elle dit oui, faire marcher sa femme enceinte de 7 mois. Fait que les clients, croyez-moi, ils vont marcher. Fait que, regarde, on a la preuve, Max Moreau, il marche. Fait que, on a la preuve. Un peu, là, c'est que oui, je l'ai fait marcher, là, puis même si elle est enceinte, c'est... Sérieusement, là, il n'y en a pas de raison. Si quelqu'un me dit « Ouais, mais je suis gras, ouais, ma femme est enceinte. » OK? Mais non, c'est ça. Je priorise vraiment de la chasse fine, de la chasse active. Il faut en profiter. Les bords de mer vont être très bons tôt le matin, tard le soir. Mais même en après-midi, ils ne sont pas à négliger parce que si on a une marée basse, qu'on a un amoncellement de varech frais, et là, c'est important, le frais. Si le varech est vieux et séché, a commencé il y a, mettons, plus qu'une semaine, l'attrait est beaucoup moins présent. Mais si le varech est frais, vous avez une marée basse, les femelles se dirigent vers là, puis qu'on le veuille ou non, il y a des mâles qui vont y aller. Ils vont aller les voir, ils vont aller en périphérie. Fait que les bois de bordure de mer risquent d'être aussi très, très payants. Puis qu'est-ce qui est intéressant avec le varech, c'est que lui, quand il est frais, c'est là qu'il sent. Ouais. Contrairement à... Je n'ai pas d'autres exemples. Ouais. Mais pour approfondir là-dessus, moi, le bord de mer, écoutez, les gars, vous le savez, je vous en ai parlé souvent. Moi, le bord de mer, c'est l'endroit, écoute, je pense que tout le monde doit vivre au moins une chasse dans sa vie à l'île, peu importe la période. Puis moi, tu sais, en novembre, à Renard, il n'y a pas beaucoup de bord de mer. Il y en a à 2 places. Puis les 2 places, du 11 au 18, j'ai vu beaucoup de chevreuils sur le bord de mer à cause des arrivages frais de varech. Puis à Brick, dans mon secteur, si j'avais la chance d'y aller à mi-novembre, c'est sûr et certain que je chasserais le bord de mer aussi avec un arrivage là, de varech. Pourquoi? Parce que ça le dit, il n'y a pas beaucoup de nourriture dans des secteurs plus boisés. Il y en a, mais c'est beaucoup plus modéré. Puis justement, le bord de mer, les femelles pévaux vont aller s'alimenter là. Ce qui veut dire femelle veau dans le rude veut dire mâle. Moi, c'est sûr certain que 100 000 $ j'irais là. Puis il y a un point où on n'a pas parlé encore, mais qu'en novembre, je serais curieux, en tout cas, de voir l'impact de ça, parce que c'est un canot de déplacement, un entonnoir naturel, c'est les rivières. Les rivières, moi, en tout cas, à Brick, ou même dans d'autres secteurs, à Rivière-à-l'Huile, exemple, j'ai vu beaucoup de déplacements sur le bord des rivières, puis je serais curieux, justement, de voir des déplacements de chevreuils en période d'accouplement, parce que, selon moi, c'est un canal de communication incroyable. Le problème des rivières au mois de novembre, c'est que souvent, c'est le moment où on a des fortes précipitations qui sont impraticables. J'ai une place, entre autres, l'année passée, j'avais une rivière là, que j'allais marcher, qu'il y avait des endroits qui n'avaient pas d'eau. On parle de aucune goutte, rien qui coulait. Puis que rendu au mois de novembre, j'avais 4 pieds d'eau. Fait que c'est... Souvent, les rivières sont peu ou pas accessibles rendues à mi-novembre. Par contre, tu as deux facettes en tant que telles. Autant que tu vas avoir mettons, FX, ce que tu veux parler un peu comme des passes, comme qu'on peut voir, mettons, à Brick, à Galiot, à Chicotte. Des fois, on va avoir des promontoires, puis les gens vont pouvoir avoir justement des endroits qui permettent de surveiller en hauteur ces zones-là. Puis effectivement, c'est les falaises font en sorte que ça crée des entonnoirs, ça fait des passages à des endroits précis. Puis je pense que c'est vraiment, il y a comme ces 3 territoires-là. Puis je pense que du côté de Martin Lamer aussi, je pense qu'ils peuvent en avoir. Puis Martin, je pense qu'ils en ont aussi. Je sais pas, je pense que ça semble d'avoir parlé avec les 2 guides là-bas, puis que je pense qu'ils en ont de ces types d'endroits-là. Oui, mais ça reste que c'est des entonnoirs. Donc, c'est
une structure qui est créée sur le terrain, que ce soit de manière forestière, que ce soit de manière avec un lac, une falaise, ben, ça canalise les déplacements à des endroits précis. Et dans l'autre optique, une rivière qui est franchissable, qui ne devient plus, devient un obstacle au déplacement. Puis ça, plutôt que d'avoir un déplacement transversal, tu te ramasses avec un déplacement longitudinal. Ouais. Être sûr que je le prononce comme il faut, là. Fait que ça va longer ces cours d'eau-là. Donc, on peut quand même en profiter à ce moment-là de ces changements-là, étant donné l'inaccessibilité due à des niveaux qui sont plus hauts. C'est une situation où ce que tu peux voir sur le terrain et que tu peux réagir en conséquence à ce moment-là en constatant le fait que ce cours d'eau-là, une analyse sur le terrain, ça, c'est le genre de situation, je pense que tu peux tirer profit justement. Tant aussi longtemps que tu n'es pas là, ben, tu ne peux pas le savoir. Puis, tu sais, même, exemple, on parlait aussi souvent des grandes ouvertures comme les plaines. Mais, tu sais, comme exemple, une plaine qui est vraiment plus à caractère de dénudé humide, qui est vraiment plus, qui a plus d'eau dedans, qui va être beaucoup plus marécageuse. Ben, le chevreuil, si on voit qu'à chaque côté de la plaine, il y a du peuplement inéquien, puis qu'après ça, on voit une entonnoir, la pointe du cours d'eau fait exemple un entonnoir, comme on dit, bien souvent, ça va être les endroits à essayer de cibler pour faire une offensive de chasse, peut-être des techniques d'appel, ou peut-être même faire un petit peu d'affût quand on fait notre chasse fine. On arrive à la jonction de la plaine, puis il y a 2 beaux peuplements, bien, c'est l'endroit tout indiqué. Effectivement. C'est ça. Si jamais il y en a, par exemple, ils ont des questions par rapport aux techniques de chasse, c'est le temps de les poser, on a encore du temps. Fait que n'hésitez pas à partager vos commentaires, vos questions, ou même vos expériences de chasse reliées au mois de novembre. Puis les gars, je vais vous poser une question aussi par rapport aux techniques d'appel. On parlait Max a parlé des cornes, puis vous, de votre côté, le grunt, le bleed, les appels, on en a parlé un petit peu dans le dernier épisode, mais est-ce que vous accentuez aussi le fait d'utiliser les différents appels? Max, vas-y, c'est toi le pro entre nous deux. Moi, je suis en pick-up. Ben, tu ne colles pas en pick-up. Ben oui, les fenêtres baissées. Non, mais sérieusement, moi, c'est vraiment, je m'en sers en déplacement. Je m'en sers beaucoup, beaucoup en déplacement. C'est vraiment ma manière de rassurer le gibier. J'en ai parlé l'autre jour. Quand je fais une erreur, je craque une branche, quoi que ce soit, je vais l'utiliser. Quand je vais faire une session stationnaire de rattling, une session de call, j'utilise pratiquement tout. Là. Je n'avais parlé l'autre jour là, de la double can. Moi, c'est la mienne. Là, comme je vous disais, elle est carrée. C'est une Flexstone de Bone Collector. Là. Et pour ceux qui se demandaient c'était quoi, là, c'est rien de plus que ça. Mais excessivement efficace. Sérieusement, ça vaut la peine. Le grunt, je l'ai dans le cou tout le temps. Si je vois un chevreuil qui semble nerveux ou qui semble se déplacer, s'éloigner, c'est automatique, je prends mon grunt. Le nombre de bocs que j'ai fait revirer, qui s'étaient sauvés suite à une erreur, un craquement de branche, quoi que ce soit, qui se sauvent, puis que je prends le grunt tout de suite, puis que je grunt, il arrête, vire de bord, puis il s'en revient. À mi-novembre, c'est quelque chose de possible. Puis, pire que ça, là. Là, on riait, je parle du pick-up, là, mais ça m'est arrivé de monter en camion Amazon, voir un boc sortir à la course, traverser le chemin, met le pick-up sur parc, on débarque, on avance où ce que le boc est rentré, je monte sa bank, je grunt, on attend 1 minute, le boc s'en revient. Dites-vous que, on a parlé tantôt justement que les mâles, dans le temps du rut, vont commettre des erreurs. Ben, c'est le genre d'erreur qui va arriver quand ils sont primés, Fait que le grunt, vraiment pas négligé à ce moment-là. Puis, il y en a des... vas-y. Non, vas-y, Max. Il y a quand même plusieurs commentaires là, Oui. relativement vite là, qui ont apparu. Là, Eric, il nous demandait, il nous demande si on utilise les glandes pour attirer l'attention d'autres mâles. Corrigez-moi si je me trompe, mais je crois que toute partie animale est maintenant interdite, là, à part le jeu de marche, mais c'est ça, on ne peut pas utiliser les glandes comme on l'utilisait dans le temps. Le plus que vous pouvez faire, je pense, c'est vous frotter après si vous voulez, mais interdit là, de détacher en tant que tel sur un chevreuil là, récolté.
Puis il y a quelqu'un justement qui demande par rapport à ça, Dominique Blais ainsi que Manu. Au niveau des urines, tu sais, je sais qu'on a déjà un petit peu parlé, mais au niveau des leurres olfactifs, savez-vous, utilisez-vous des produits lors de vos chasses là, au mois de novembre? J'en ai utilisé dans le passé parce que on participait à la récolte de glandes tarsiennes quand c'était légal. Les leurres Et on anti-pastilles? récoltait les vessies justement avec les produits puissance Boc, là, qui étaient deux guides, là, puis un ancien guide là, qui avait commercialisé cette urine-là. Donc, on en recevait gratuitement, naturellement. euh, pour notre chasse. Je l'utilisais dans des situations où je faisais du rattling puis que je voulais diriger un chevreuil à un endroit précis puis je ne voulais pas qu'il continue dans le bois pour aller capter mon odeur. C'est vraiment les situations où je l'utilisais. Euh, je ne serai jamais un très bon vendeur de produits parce que j'en utilise pas. Je vous dirais, la seule bouteille que je traîne dans mes affaires, c'est une bouteille, ben, deux bouteilles. Une pour nettoyer mes jumelles, puis une pour du Coffee Mate pour me servir comme poudre avant. C'est tout ce que j'ai comme bouteille. J'ai aucune urine synthétique, aucune odeur, mais ça, c'est moi personnellement, c'est le même que je fonctionne. Je sais qu'il y a quand même des guides qui en utilisent, fait que c'est pas quelque chose à négliger non plus en tant que tel. Comme je dis, moi, je me répète encore une fois, je suis très minimaliste dans mon approche au niveau d'équipement, là. Moi, de mon côté, je vais en avoir. J'en ai à l'automne. Entre autres et surtout pour les personnes stationnaires. Si j'ai des personnes à mobilité réduite, je les installe. J'essaie de mettre le gros package là, pour essayer d'augmenter les chances. Je fais des tests, je m'amuse. J'ai fait des faux grattés, j'ai fait toutes sortes d'affaires j'ai installé des caméras pour voir un peu la réaction des gibiers. Dans les urines synthétiques, ça fonctionne. Je suis encore à l'étape d'essayer et essayer de mieux l'apprivoiser. Mais oui, c'est quelque chose qui fonctionne. Est-ce qu'en chasse de tous les jours, je l'utilise? Non. Je ne m'en beurrerais pas, mettons, comme je pouvais mettre de la glande tarsienne dans le bas de mes bas. Ça, je ne fais pas ça avec l'urine synthétique. Mais vraiment, pour les personnes à mobilité réduite, quand je veux les installer et essayer de mettre des chances de plus, je vais en mettre pour favoriser des fois de ralentir un chevreuil pour au moins que ça lui donne une couple de secondes de plus pour exécuter un tir. Ben, puis moi, de mon côté, j'ai travaillé 8 ans dans une boutique de chasse à pêche. J'ai quand même une certaine expérience, pas autant que les deux Maximes. Mais moi, de mon côté, je vous dirais, j'en apporte à chaque année à Lille parce que j'aime faire des tests. Je me dis, en tout cas, si c'est une université, c'est un laboratoire à ciel ouvert, on peut faire des expériences. Moi, je vais vous dire comment est-ce que j'utilise l'urine et comment est-ce que je vois l'utilisation des leurres sur l'île. Il faut tenir en compte, en général, sur le continent ainsi que sur l'île, le cerf de Virginie, c'est une proie. Donc, en soi, je ne suis pas nécessairement quelqu'un enclin à faire de la provocation reliée avec des urines ou faire des scénarios là, de faire de la compétition interne avec de l'urine. Moi, pour ma part, l'urine, je l'utilise comme l'heure de curiosité. C'est pas comme à l'orignal que je vais me badigeonner d'urine de mâle mature pour faire des approches, puis couvrir mon odeur, puis essayer d'aller chercher une meilleure distance avec mon orignal, puis le provoquer, puis essayer d'aller mettre du doute dans sa tête. Moi, chevreuil, je vois ça comme de la curiosité. Fait que moi, souvent, les résultats que j'ai le plus, c'est d'aller chercher son intérêt par l'utilisation d'une urine de femelle en chaleur. Il n'y a pas de compagnie en tant que telle. Je ne vise aucune compagnie. Je ne suis pas avec aucune compagnie. J'en achète à mes frais de plusieurs. Puis je fais mes propres tests. Puis à date, le meilleur résultat que j'ai eu, peu importe la compagnie, ça va être avec des urines de femelles en chaleur. Les tests ont été faits, premièrement, avec des observations avec des chasseurs que j'ai laissés sur des sites d'affût avec l'urine que j'ai déposée en allant les porter au site. Exemple, un bord de chemin, un bord de plaine, ligne d'odeur, mettons, aux 15-20 pieds, un spray d'urine de femelle en chaleur, puis j'ai vu des chevreuils venir sentir ça. Aussi, un point qui est quand même assez important, quelqu'un qui fait de la chasse fine, que des fois il chasse en milieu plus fermé, puis des fois il veut amener le chevreuil dans un endroit plus concentré. J'ai déjà vu certains guides à l'époque qui m'ont montré ça, d'accrocher, exemple, une guenille derrière la botte, puis de l'imbiber d'urine, puis de se promener avec ça.
Est-ce que je le fais, moi, personnellement? Non. Mais souvent, dans mon groupe, il y en a un que je vais toujours essayer cette technique-là, puis ça a déjà fait sortir un chevreuil dans son dos, puis qu'il avait le nez à la tête. Fait qu'est-ce que l'urine, ça change un séjour à 5 000 puis d'une semaine sur l'île? Non. Ça ne change pas la tournure, selon moi, de votre séjour. Mais est-ce que ça peut donner une petite carte d'atout à certains moments? La réponse, c'est oui. Donc, ça peut vous résumer tout ça. Vous pouvez même, si vous êtes vraiment passionné de l'île, vous allez à chaque année sur votre secteur, je peux même vous donner un conseil. Apportez-vous une caméra de surveillance. Si vous avez un endroit qu'à tous les années, vous voyez que ça brasse toujours dégraté, mettez-en de l'urine, faites-les les tests. Moi, de mon côté, comme je vous dis, il n'y a pas une compagnie meilleure que d'autres. Je ne suis pas avec aucune compagnie, mais l'urine de femelle en chaleur, j'ai remarqué, certaines compagnies avaient des bons produits. Je mets l'emphase présentement sur un commentaire qui date quand même de quelques temps. Un de nos collègues, Sylvain, qui mentionne entre une rivière qui borde une plaine puis une rivière en plein bois, laquelle est la meilleure d'après vous? Ce qui est un point qui est quand même très intéressant, c'est par rapport à justement des corridors de déplacement. Je vais commencer de mon bord. Ma réponse va être quand même relativement courte là-dessus. Dans mes observations et mon opinion, je parle pour moi présentement, j'ai pour mon dire que la nourriture va toujours être intéressante au mois de novembre dans le bois que d'une plaine. Fait que c'est pour moi le plus de chance. Puis quand on prend proportion gardée en septembre, les chevreuils qu'on voit dans les ouvertures en début de saison, où qu'on voit un nombre incalculable de chevreuils, incluant un nombre assez élevé de femelles et de veaux, quand tu arrives au mois de novembre, je pense que ce nombre-là, on n'en voit qu'une infime partie. Donc, si tu ne les vois pas dans les ouvertures, ils sont dans le bois. Donc, pour moi, c'est indéniable qu'une rivière qui va passer dans le bois a plus de chances d'avoir du gibier qu'une rivière qui va passer dans une plaine. La différence, c'est que la rivière qui passe d'une plaine, tu as plus de chances de voir le chevreuil à grande distance ou de le voir justement, étant donné la visibilité que celle-là a l'offre. Donc, c'est les deux sont bonnes, mais si tu veux une quantité de chevreuil, j'ai pour mon dire que celle qui est dans le bois va être beaucoup plus intéressante. Puis pour extrapoler. À mon avis, sauf pour le mois de septembre. Au mois de septembre, une rivière qui coule en plaine, c'est un. En tout cas, pour moi, c'est quasiment le Klondike. Là. Ça augmente la quantité de nourriture, ça offre vraiment beaucoup. Ça offre de la cachette en même temps. Je pense que c'est quelque chose à ne pas négliger. Mais je suis d'accord pour ce qui est du mois de novembre. Ah, puis écoute, moi, regarde, je te suis pour le mois de septembre. C'est un point d'eau qui devient quand même relativement très intéressant parce que c'est un besoin pour les chevreuils d'avoir un accès à l'eau. Puis une rivière est souvent, quand on arrive dans les sécheresses, c'est ce qui reste, c'est les rivières parce que plusieurs ruisseaux, qui soient intermittents ou non, lors des périodes de sécheresse, sont souvent complètement à sec. Donc, une rivière, c'est vraiment une excellente option justement pour accéder à de l'eau. Fait que là-dessus aussi, moi, j'abonde dans le même sens que toi, Max. Puis, je vais vous poser une question. Par rapport aux signes de rut, Eric l'a mentionné tantôt dans les commentaires, on ne semble pas parler beaucoup de l'importance des signes de rut. Mais rendu au 12-13 novembre, vous trouvez un frottage que vous jugez frais ou pseudo-frais avec un gratté près. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez quand même passer un petit peu de temps ou on passe à côté puis on fait juste ignorer? Moi, je passe 25 secondes. Le temps de prendre 3 photos. Moi, je passe des points parce que je sais qu'il y a eu activité de mâle, puis qui peut être, mettons qu'il n'est pas après une femelle, il peut être dans le secteur. Mais je ne perdrai pas mon temps une demi-journée parce qu'il y a des frottés à cet endroit-là. Par contre, moi, je trouve l'intérêt que ça amène, c'est que, puis principalement pour ceux qui ont des séjours qui sont renouvelables, c'est qu'un frottage est souvent relié à un lieu de passage. Puis si c'est un lieu de passage, tu peux avoir des chances aussi que ça soit un entonnoir. Donc, plus tu vas retrouver des frottages à un endroit précis, plus tu peux justement considérer ça comme un secteur d'entonnoir, puis tes chances d'avoir des bottes pour les années à venir
peuvent être intéressantes. Parce que quand je parle d'une concentration en tant que telle de frottage, c'est une analyse sur pas juste une observation, c'est dans l'ensemble, à travers tes années, dans l'environnement, tu peux confirmer des entonnoirs avec ces frottages-là. Là. Puis on a reçu une question de Manu. Scénario, mettons, on marche en forêt dans un sentier, pas trop d'ouverture, style genre ligne à l'huile. Tout au long du sentier, il y a des grattages frais aux 100 pieds. Est-ce qu'on investit du temps à se placer de manière stationnaire pour faire des stations d'appel ou on passe droit? Si il a Personnellement, mouillé c'est pas fort ce aussi. genre. Hein? Vas-y, Max. Ben, s'il a mouillé fort ou qu'il a neigé, oui, tu pourrais. Mais, tu sais, je te dirais rendu au 15-20 novembre, je suis pas sûr que je m'investirais tant de temps à vouloir attendre à un endroit précis. Au début, je te dirais 8, 9, 10, oui. Mais plus le temps passe, moi, je mettrais de l'intérêt à rester sur place pour ça. Là. Fait que grosso modo, mettons, pré-route, mettons qu'on serait le 5 de novembre, on voit ça, on peut mettre du temps. Oui, oui. Mais Ah oui. si on est le 13, 12-13, on passe droit un petit peu plus. Ben, moi, c'est mon avis. Max, qu'est-ce que tu en penses de ton bord? Peut-être qu'il y a peut-être de quoi qui m'échappe, là, mais que je ne vois pas en tant que tel l'importance, mais tu as peut-être de quoi qui ferait que ça peut être qu'elle peut devenir intéressant. Là. Je ne sais pas ce que de ton côté. Là. Moi, j'avais fait fabriquer un produit, pas l'automne passé, l'autre d'avant, qui se trouvait à être la poche. Puis j'ai mis des caméras là-dessus, justement à Lille. Puis tout le mois de novembre, les bocs venaient visiter les grattés. Puis même dépasser le 10, là. Puis sérieusement, c'était assez impressionnant de voir la quantité de bocs qui pouvaient venir frotter. Mais je garde la même optique que tantôt. Moi, je vais y accorder peu ou pas d'importance parce que ce que je veux faire, c'est de la chasse fine. Est-ce que oui, ça peut être bon? Oui. Mais je ne perdrai pas encore une fois une demi-journée à m'asseoir là au cas où ce que. Parfait. Je vais regarder dans les commentaires si on a reçu d'autres questions. Moi, je vais vous poser une question que je voulais vous poser depuis le début du live. C'est là, on est vraiment 100% route. Pour vous, la période significative du route, ça commence, comme vous avez dit, le 9 novembre environ, 9-10. Ça arrête quand le route, grosso modo, le pic anticosti selon vous? Cette année, j'ai trouvé que ça allait arrêter très vite. J'ai vu des mâles, je pense que c'était 18 novembre, en alimentation en plein milieu d'une plaine. Puis, d'une journée à l'autre, j'en voyais de plus en plus des mâles là, qui se nourrissaient. Mais normalement, j'y ai arrêté un petit peu plus tard que ça, là, 22, 23 novembre. On dirait qu'il y a une cassure qui se fait. Là. OK. Toi, Max? J'ai écouté Max en même temps que j'essaie de voir l'année passée comment que ça avait agi. C'est sûr que mon échantillon se reporte soit avant 2018 ou l'année passée, parce que j'ai quand même une période où je ne chassais pas le mois de novembre ou très peu. C'est sûr que par le passé, je te dirais, souvent, moi, j'avais comme la date du 25-26 novembre, où ce que là, tu dis, OK, c'est beau, là, ça tombe en mode alimentation, mais il y a toujours des événements qui vont faire que tu vas arriver à un endroit, puis que là, c'est full pin le rut, là, tu vas vraiment voir, justement, il suffit qu'une femelle soit tardivement en chaleur. Mais comme Max il dit, là, quand tu es rendu autour du 22-23, souvent, là, c'est ça, tu vas arriver des situations où que les chevreuils, regarde, moi j'ai été avec TFCP 2023, les chevreuils étaient en mode alimentation, puis on était la date du 21 au 21 au 26? 21 au 26. 21 au 26. Le dernier box, c'était le 25. Le dernier, c'était le 25, ça, c'était le 8 points. Puis le deuxième, le 6 points, on était le jour
3, parce que la journée 1, on n'a rien fait. On n'a pas été capable de tirer quoi que ce soit. On n'a pas vu rien d'intéressant. Ça a été 2, 3, 4 qu'on a ramené des chevreuils. Fait que 24 et 25, les 2 bocs qu'on a approchés en mode alimentation. OK. Fait que puis comme je te dis, tu vas voir qu'ils vont être en déplacement. Qui vont être en déplacement pour chercher les femelles. C'est un peu. Puis je ne sais pas, toi, Max, de ton bord, si tu as vécu ça. Moi, j'ai quand même vécu une couple de journées. À un moment donné, tu arrives une journée dans ces journées-là, là, 23, 24, 25, 26. À un moment donné, une journée, là, c'est mort. Mort, mort. Tu ne vois rien. Tu vois rien qui bouge. Il n'y a comme pas d'action. Je ne sais pas si tu l'as déjà vécu. Moi, j'ai quand même, je te dirais, une couple d'années en tête, là, où ce que. Puis, tu sais, avec mon partner dans le temps, Gino, tu es là, qu'est-ce que tu as vu? Un spike, 4 points. C'est tout ce que. Tu sais, c'est comme s'il n'y a rien qui se passe cette journée-là. Ben, c'est un peu comme à l'Orignal, tu sais, quand, mettons, le prime est du 20 septembre au 5 octobre, grosso modo. Puis que là, il y a comme tout le temps une deuxième poule qui se donne vers la fin octobre pour la deuxième phase des femelles en chaleur. Puis, mettons, il y a comme un petit lockdown entre le 9 octobre, mettons, là, 9 octobre au 14. Il y a tout le temps comme une saison, les régions, tout le temps comme un petit lockdown là, qui ressemble un peu à ce comportement-là. Fait que peut-être que, tu sais, c'est justement, là, peut-être qu'à un moment donné, ça coupe direct. Oui, puis tu sais, en même temps, ça peut être une journée qui est complètement malchanceux. Tu as un vent qui n'est pas facile. Il y a plusieurs réponses qui peuvent, plusieurs raisons qui peuvent expliquer ça. Là. Mais honnêtement, je l'ai vécu, puis pas juste une seule fois. OK. Oh, ça arrive. Ça arrive pas tous les ans, mais pratiquement. Tu as une journée de même, là, quand ça casse, ça casse. Ouais. On a une question de Sylvain Demers. Puis avant de répondre à la question, je veux juste faire une annonce là, aux gens qui nous écoutent ce soir. Restez jusqu'à la fin parce qu'on a une surprise pour vous. À la fin du live, ben juste avant, on a une séquence de chasse filmée à l'île d'Anticosti, jamais présentée, je dis bien jamais présentée, grâce au style Maxime Dubé. J'en dis pas plus, tantôt on va pouvoir discuter de tout ça. Fait que restez avec nous jusqu'à la fin. Sylvain Demers, la première neige a-t-elle une influence sur l'île? Deux options. Ou bien c'est incroyable, le chevreuil bouge, ou bien c'est mort raide, on dirait qu'ils ont disparu. Il n'y a pas d'entre-deux. Ça bougerait-tu plus le lendemain dans ce temps-là? Non, on dirait que quand ça tombe mort, là, j'ai vu des premières neiges que ça tombe mort. Là, puis mort. Là. Il ne se passe rien. On dirait qu'il n'y a plus de chevreuil sur l'île, il n'y a pas de traces nulle part. Comme si cette neige-là leur avait fait peur et que tout tombe bien mort. Et des fois, c'est le contraire. Il tombe une neige, là c'est complètement fou. Les chevreuils bougent comme jamais. Mais comme cette année, la première neige qu'on a eue, c'est tombé mort. Raide mort pendant 2, 3 jours. J'envoyais des clients chasser, puis ils me disaient, il n'y a pas de chevreuil, c'est pas bon si tu nous envoyais. Ça, c'est une chose que je répète à mes clients. Je t'envoie à une place que je pense que ça va être bon. Si tu vois des traces, c'est parce que le chevreuil y a passé. Si tu vois pas de traces, parce que le chevreuil va passer. Fait que, fiez-vous pas aux traces dans la neige. Ça va passer. En tout cas, moi, ça, c'est ma manière de voir les choses. J'aime bien mieux pas voir de traces parce que je sais qu'il va passer que de voir des traces parce que c'est déjà fait. Puis le pire, c'est que dans tout ça, le monde sont comme plus enthousiastes à voir des traces que de la situation, comme tu dis, regardez, la période d'activité n'a pas encore passé, mais elle s'en vient. C'est quand même c'est un point qui est relativement intéressant, Marc, que tu soulèves là. Puis l'enthousiasme des chasseurs est souvent associé avec le visuel qu'ils ont, même si c'est du passé, et non ce qui est à venir en tant que tel. Puis pour moi, est beaucoup plus important. J'ai la même vision que toi là-dessus. Là, c'est parce que ça se peut que la neige a tombé et que la bonne période n'est pas arrivée encore, période d'activité. Fait que oui, moi, ça m'encourage encore bien plus quand il n'y a pas de traces et que tu dis, regarde, OK, c'est beau, l'action s'en vient, là. Je suis là, là. Ben, tu sais, comme moi, j'ai pas eu autant la chance de chasser des situations neigeuses sur l'île que vous. Ça m'est arrivé 2 fois, mettons, de manière intense. Ça m'est arrivé le 15 novembre 2020 à Renard, que là, il avait tombé comme un 3 pouces
dans les plaines, comme la neige mouilleuse fondante un peu. Écoute, c'était incroyable, la journée. Je pense que j'ai vu 21 chevreuils. Là. Ça a été une journée que les chevreuils étaient en déplacement. Puis, justement, quand je voyais qu'il y a des endroits où que les chevreuils dans le plaine rentraient tous dans une trappe de bois, bien, je regardais mon Avenza. Je savais que l'autre bord, il y avait peut-être une petite plaine arbustive. J'avais été m'installer là. J'en avais eu 8 dans la plaine. C'est fou à cause justement des traces, on les voit. Puis, un des plus beaux moments de ma carrière à Lille, à date, de chasseur, c'est même pas dans le route, c'est le 31 octobre 2023 à Rivière-à-l'Huile. Tempête de neige de peut-être 3 pouces. Puis c'était féerique. C'était comme, tu sais, dans les films, là, la neige qui tombe, tu sais, avec une petite lueur de soleil au loin, tu sais, je publierai dans les prochains jours de la photo. J'ai récolté mon chevreuil le plus pesant à l'île, soit une femelle, ce matin-là. C'était incroyable. Tu sais, l'action de chevreuil, je pense, ce matin-là, on a vu, rien que le matin, là, je pense qu'on a fait 14 ou 15 chevreuils. Puis l'après-midi, on en a vu une quinzaine, on a vu 30 chevreuils, cette journée-là. Puis, ça a été, c'est des souvenirs qui restent marqués à vie. De récolter un chevreuil dans la neige, les paysages, de voir les chevreuils réagir aussi beaucoup, puis les traces dans la neige. Fait que, je pense que c'est quelque chose à vivre au moins une fois dans une vie. Moi, je te dirais la question par rapport à la neige. C'est Sylvain qui nous a posé la question. Ouais. J'ai deux choses qui me viennent en tête. Moi, l'excitation est pas mal plus en moi quand j'ai une nouvelle neige. Si j'ai une quantité suffisante que je suis capable de faire de la chasse à la trace, puis d'amener que j'ai des clients qui sont capables de suivre dans des endroits qui offrent une certaine visibilité. Je vais parler des forêts, mettons, où ce qu'on a, mettons, une densité qui peut être, mettons, allant jusqu'à 40-50% dans le gros top, où on est capable de voir, on est capable de marcher, d'avoir une démarche qui est relativement amortie, amoindrie en tant que telle par rapport au son, avec la neige qui est au sol, puis d'être capable de suivre une trace que, selon moi, est intéressante. Fait que ça, oui, si j'ai cette occasion-là, ça me fait revivre mes épisodes de mes années où je chassais à Zac du Bas-Saint-Laurent, puis je faisais que de la chasse à la trace, de la méthode Larry Benoît. Puis de voir quand tu fais de la chasse de même, puis que tu arrives, tu tombes, si tu as de la neige fraîche, tu sais qu'elle finit, exemple, à 9 h, puis tu es rendu à 11 h du matin, puis tu vois un grattage qui est frais. C'est de quoi à vivre là, en tant que tel. Fait que oui, pour moi, une neige fraîche, j'adore ça. Dans des circonstances que je suis capable de suivre une trace, que les arbres n'ont pas toutes capté la neige, puis qu'il y en a au sol, dans le bois, oui, je vais avoir de l'intérêt. Deuxième cas qui me vient en tête, un cas qui est peut-être plus rare. Une neige abondante qui tombe, mais mouilleuse, qui s'accroche dans les arbres et la température monte, puis là que ça commence à tomber, ça tombe au sol, le supplice de la goutte. Le supplice de la goutte, et là, tu chasses en périphérie de ces zones boisées-là, dans des ouvertures. Les chevreuils qui vont ramasser une motte. Tu sais, la joke de faire, tu sais, t'es en raquette, puis ton chum est en avant, puis tu donnes un bon coup sur l'arbre, ou il est en arrière, puis que, tu sais, il ramasse la neige. Bon, mais, tu sais, chevreuil, quand la neige commence à fondre, puis qu'elle leur tombe dessus, là, chevreuil, il n'y en a pas un qui sac, mais je suis sûr qu'en dedans eux autres, ils ont juste le goût d'apprendre. Fait que, tu sais, c'est en tant que tel, à quelle place qu'il leur reste pour avoir un peu la sainte paix dehors où il n'y a pas d'arbre. Fait que si tu as cette situation-là, écoute, moi, regarde, c'est go, 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 viens-t'en, ah ouais, on s'en va dans le coin où ce qu'on a du bois mature, puis on s'en va justement dans ces ouvertures-là. Puis principalement, si vous avez un secteur boisé, là c'est le temps, sortez dans ces ouvertures-là pour justement profiter de la sortie des chevreuils du bois parce que ça les fait royalement, en tant que tel, de recevoir ça sur la tête, là. Fait que, tu sais, ça, c'est une situation que je pense qui peut devenir très à l'avantage des chasseurs, là. Non, regarde, c'est super intéressant. Puis toi, Max Moreau? Tout est dit. Tout est dit? Écoute, moi, je l'écoutais, puis je buvais ses paroles parce que, il parle de la neige qui dégoûte justement sur la tête des chevreuils, là, mais il existe le même scénario-là quand il tombe une pluie, puis que, mettons, que la pluie, elle arrête, puis qu'il se met à venter, puis que l'eau, elle débarque des arbres. Il y a ce même phénomène-là qui se fait, là, puis c'est vraiment payant. C'est que c'est... Mais il faut arrêter de donner nos trucs, Max, là, c'est assez. Ben, moi, j'ai vu ça sur IA, là. J'ai pas mal fini ma recherche.
Euh, oui, en même temps, je fais une parenthèse, tu parlais de chasse fine, puis je sais qu'il y a un gars dans les commentaires qui, lui, doit saliver, là, il doit rêver d'avoir cette neige-là. Vu qu'il s'est acheté une 30-30, je nomme pas le gars, là, mais il y a un gars qui est dans les commentaires qui a une 30-30 avec un red dot, puis qui peut faire de la chasse fine dans le bois. Rico. Hey, Rico, ouais, c'est Rico, il doit avoir honte en tabarnouche. En tout cas, je te souhaite le 25 octobre 4-5 pouces de neige à patate. Bon, je dis ça de même. Hey, me permettez-vous de faire une petite pub? Oh oui, pas de trouble. J'ai affiché hier, j'ai un client qui est entré en contact avec moi. Il ne peut pas venir cette année, et cette année seulement, à l'île Anticosti. 2 places de libre, Rivière-Belle. Là, présentement, j'ai un nom. J'ai une personne qui m'a contacté, il veut absolument venir. Fait que si t'es une personne seule qui aimerait venir, je vous match ensemble. Ça s'appelle le match parfait, puis vous venez à l'île Anticosti du 18 au 24 septembre cette année. On parle aux alentours de 6002 par personne parce que c'est en plan américain à Rivière-Belle. Les chances que ce soit moi qui vous guide sont excessivement élevées parce que normalement, c'est mes clients. Mais sérieusement, une chance incroyable. Si vous voulez aller à l'île, c'est une très belle opportunité. Fait que Oui. vous pouvez entrer en contact directement avec moi sur Max Outdoors ou Maxime Moreau. Puis je vais répondre à vos questions. Mais comme je vous dis, si vous êtes une personne seule, j'en ai un qui souhaite qu'il y ait seulement une personne seule qui se présente pour pouvoir venir. Sinon, si vous êtes un groupe de 2, ben, c'est quelque chose de possible aussi. J'ai partagé ta publication, Max, puis j'ai eu le 1er avril beaucoup de demandes. Donc, s'il y a des intéressés qui s'attendaient à avoir de l'information additionnelle suite à ma publication, ben c'est le temps. Ça, c'en est une vraie, celle-là. Oui, c'est ça. Ça, c'est une vraie. Tu viens de recevoir une cliente en commentaire, Max. Tu as reçu une cliente pour faire du 18 au 24. Là. Comment tu dis ça? Max a déjà eu une demande Internet là, sur le commentaire là, depuis qu'il vient de le dire. Okay. Je pense que je vais changer mes dates pour y aller avec toi, cette date-là. Ah oui? Ouais, n'importe gars, je ne sais pas c'est qui, mais je ne vois pas les commentaires. N'importe gars. Je vais te donner un indice. Tu as fait récolter un ours, puis tu es allé en Afrique dernièrement. Madame Alain, elle s'en revient avec moi à l'ours, justement. Ça va être malade. Sérieusement, je suis en train de la motiver pour qu'elle vienne à l'Arbalète. Ah! Bon. Hey, là, je vais vous poser une question. Là, puis là, ça va peut-être vous mettre dans la merde, mais je la pose pareil. Bon, là, tantôt, on a reçu un commentaire. Si vous avez 4 jours de chasse à sélectionner dans tout le, mettons, là, du 1er novembre au 26, là, c'est quoi vos 4 jours, mettons, votre séjour préféré? Là? Mettons, là, vous, là, vous misez tout sur ces jours-là. J'irai à partir du... 4 jours, là? À partir du 12. D'abord, on fait du 12 au 17. C'est ça que tu es en train de dire. Ça veut dire, mettons, tu rentres le 12, tu fais 13, 14, 15, 16, puis tu sors le 17. Ouais, je pense que ça serait pas mal dans mes... Ouais, j'aimerais vraiment cette date-là. Mettons, tu gagnerais à l'auto, là, puis avec Audrey, mettons, puis Kayla, puis son grand chelem, mettons, tu irais, ce serait du 12 au 17. Là. Soit celle-là ou soit celle qui suit. C'est les deux primes. C'est les deux vraiment primes, à mes yeux. Là. OK. Max Dubé? Ben, moi, je te dirais, ça ne se résumerait pas à des dates. Moi, je choisirais la période, justement, du premier quartier de lune. Du premier quartier de lune, peu importe la date. C'est celle que je choisirais parce que trop change. Étant donné que les phases de lune changent à chaque année, je peux vous donner comme exemple 2024 où ce que la pleine lune est en plein milieu du mois de novembre. Et je connais des guides que je leur avais dit, attendez, là, cette année, vous allez peut-être avoir un clash là, sur la mi-novembre. Vous ne verrez pas la mi-novembre comme vous l'avez vu dans d'autres années. Puis ils l'ont trouvé beaucoup plus dur. Puis je peux te dire que moi, je l'ai déjà connu une mi-novembre, une pleine lune de mi-novembre avec une année extrêmement difficile. Donc, des dates, j'ai plus de misère à dire des dates avec des chiffres exacts, mais ce serait plus une période. Une période mettons comme cette année, la pleine lune est le 24 novembre.
Je viens d'aller voir sur le calendrier lunaire. Fait que, tu sais, mettons, ce que tu es en train de dire, ce serait peut-être le premier quartier le 17. Fait que toi, mettons, ce serait quoi ta date? Que ça serait, mettons, du 12 au 24? Ce serait quoi ta date, mettons, que tu viserais plus? La lune est le 24, tu dis? Ouais. Mettons, par rapport à cette année, mettons, 4 jours finissant le 20. Je le ferais finir le 20, là. Du 15 au 20. Ouais, c'est ça, que, mettons, 4 jours. 4 jours avant. OK. Mais tu vois, oui, je suis d'accord avec toi, le quartier de lune, mais je préfère cette date-là parce que tu viens quand même chercher une pincée de plus d'activité, même si tu as le facteur lune au travers de ça. Fait que t'es sûr que, mettons, tu as cette date-là avec le baisse de la lune, tu vas capoter. Mais tu as cette date-là, puis tu n'as pas une bonne lune, je pense que tu as quand même des très bonnes chances de faire une très belle chasse. C'est juste que tu vas le travailler. C'est important de suivre tes phases lunaires. Là. Puis vraiment important, là. Va pas dîner au camp, tu sais, à une pleine lune, là, tu vas pas manger au camp, là. Tu chasses lors du dîner, là. C'est important, là. C'est là que ça se passe, en plein milieu de l'après-midi. Tu manges dans le troc, là. Ben oui, mais moi, je me promène 5 km/h. Ah, c'est vrai. Tu fais une pause de train, toi, c'est vrai. Une pause de train. C'est vrai. Puis, hey, mais mes traîneaux de pêche à la truite, on a une question sérieuse. Écoute, Max Dubé, tu te fais ramasser, là, solide, par Rick. Rick, il dit, Max, tu peux pas. Il faut que tu choisisses vraiment 4 dates. On parle pas de la lune, on parle de 4 dates. Fait que là... je prends le 3, le 8, le 11 et le complémentaire 17. Et boy, j'attends déjà un feedback de Rick. OK? Non, mais honnêtement, là, moi, je vais vous dire mes dates. Là. J'aurais 2 options. Moi, c'est pas rapport à la chasse. Là. Moi, mon rêve, ce serait d'y aller à ma fête. Moi, je suis né le 23 novembre. Fait que moi, c'est sûr, moi, ma date, j'aimerais ça un jour fêter ma fête à Lille. Ça serait dans le top. Là, moi, ça serait du 18 au 23 ou du 23 au 28. J'aimerais bien ça, juste pour le fait d'être là à ma fête. Ça serait quelque chose. J'aimerais bien ça un jour. Puis un autre rêve, peut-être qu'un jour j'aurais, c'est que j'aimerais avoir, si la chance me le permettrait, ça serait de faire un back-to-back en novembre. C'est comme là, j'ai un forfait du 28 au 3, j'aurais un jour une opportunité du 3 au 8. Faire du 28 au 8, là. Ça serait un jour peut-être, là. Ça serait ça que j'aimerais. Moi, j'ai un chum Manu qui m'a dit qu'il serait prêt à échanger ses dates n'importe quand avec les tiennes. Ouais, ben écoute, Manu, là, il a l'air bien blood, là. Il a l'air bien parlable, là. Il y a même Patrick Boudreau, d'après moi, je parlerais. Là, Pat, il a de l'air à souvent être assez échangiste, ces dates. En plus, Pat Boudreau, Max Moreau, je pense qu'il est intéressé pour ton Rivière-Belle. Il a fait un go. Puis, parce qu'il y a un gars qui l'a tagué, il dit va voter à Belle. Pat Boudreau, il a dit go. Fait que je pense ça serait le fun, ça, d'avoir un de nos auditeurs qui vienne faire un tour avec Max, justement. Là, ça serait vraiment. Là, même pas game. Hey, il capoterait en pick-up, là. Il verrait comment je suis bon, là. Je conduis bien. Ouais, puis je pense que tu as une sorte de Toronto Warbler, toi, qui fait bien pour déposer de l'odeur dans le chemin, là, dans ta technique. Là, ça a l'air que c'est pas pire. Ouais. Oh oui. Ouais. Fait que là, je pense qu'on est rendu à sur le Sunday du live de ce soir. On essaie d'innover, on essaie de présenter. Oh, Manu vient de répondre. T'as collé Manu, hein, t'as lâché un grogne. Ben, il vient de dire j'ai un bon contact pour toi, mon FX. Dingue, ça va pas être long, hein? 2 petits sets de cornes de rattling. Puis Max a montré ses cornes, ça va pas être long. Fait que là, on a une vidéo pour vous ce soir. Fait que merci Max Dubé de ta générosité de partager ça. Là. C'est vraiment ça à la couche. Fait que bon visionnement, je décolle ça dans les prochaines secondes. Ça sera pas très long. Et on regardera peut-être 2-3 minutes après. Là. Ouais. Jusqu'à peu près 70 pieds de nous. Puis on est vers une distance, il va se mettre plein broadside, puis tu vas pouvoir prendre ton tir à ce moment-là. Sinon, ça se peut que je lâche un cri, je vais m'arrêter ici, plein broadside là-bas. Tu vas manger des arbres. Il va suivre les arbres, il va se mettre de face. Quand il va passer les arbres, il devrait se mettre
Belle shot de poumon. Belle shot de poumon. So nice. Wow! Hey, très belle shot. Belles Oui, images. ce qui est intéressant, c'est que j'ai commencé à tourner lors de la deuxième tentative de faire venir ce buck-là. Le buck a fait une première approche et à un moment donné, il a viré de bord. Puis on s'est rendu compte qu'il y avait une femelle. Il y avait une femelle qui était probablement en chaleur et c'est un fait qui est relativement rare. Moi, je pense que c'est la première fois que ça m'arrivait de faire revenir un buck malgré qu'il était accompagné d'une femelle. Puis c'est sur cette deuxième séquence que c'est un gros 6 points là, que Frank a tiré justement. Vraiment, ben, c'est le buck qui a fait le live, là, l'affiche du live là, la semaine passée. Ouais. Donc, c'est un gros 6 points là, que Frank a récolté ce moment-là. Premier matin, son père n'était pas tellement loin. Il n'a pas assisté directement, mais l'euphorie était déjà présente ce matin-là avec cette chasse-là, père-fils, là, du côté de Renard-Ruisseau. Fait que ça a été vraiment. On a l'occasion, justement, c'est beaucoup plus facile de filmer dans des endroits ouverts que dans un endroit forestier. Fait que j'ai cette chance-là d'avoir ces opportunités qui se présentent à moi, puis de dire d'avoir un petit souvenir, justement, de plus. Mais je vais essayer d'en faire le plus possible cette année. Je vais essayer d'augmenter là, justement le nombre de vidéos, puis d'avoir des séquences là, qui peuvent intéresser, là, puis les visionner. Puis un peu aussi dans un projet qu'on a glissé un mot dernièrement. Fait que, Je pense que c'était dans un déjeuner. Là. Je ne sais pas trop où. Là. En tout cas, je pense qu'on a parlé ça dans un déjeuner. Là. Je pense que même Max Moreau était là. En tout cas. On n'en parlera pas trop parce que honnêtement, on prépare quelque chose pour vous peut-être à court moyen terme. On n'en dit pas plus. Mais sachez que c'est dans le but de faire grandir notre communauté. Puis moi, en même temps, je peux le dire, là, c'est un statement, je ne m'en cache pas. J'en ai parlé au Salon de Québec. Cette année, je produis un film sur l'Atlanticostie. Ma chasse va être filmée entièrement de A à Z dans un but de faire un peu comme une docu-réalité, de présenter l'envers de la médaille, toutes les réussites, les échecs de mon séjour, puis de documenter en même temps des constatations de terrain pour l'année prochaine, la saison 2 du podcast, amener vraiment du contenu terrain, du contenu tangible pour expliquer et donner du support visuel à nos propos. Fait que l'année prochaine, ça va être une belle saison pour ça. Ouais. Puis tu mets le point sur quelque chose qui est très intéressant, c'est on voit tout ça, ces belles images-là, les réussites, tout ça, mais les réussites vient jamais que c'est jamais juste des réussites. Puis Max en a parlé tantôt, on vous parle de ce qu'on a réussi à faire quand ça a été avec du succès. Mais on a des séquences que ça ne marche pas, des séquences qui foirent dans certains cas où c'est un petit détail, puis c'est ces détails-là qui sont super importants. La réussite, c'est bien beau. On peut se bomber le torse un peu, de dire, regarde, j'ai ramené ça, mais c'est tous les shots qu'on a ratés, des shots qu'on a manqué, des petites affaires qui fait qu'on vient à se développer des trucs, à se développer des choses, des techniques qui sont peut-être un petit peu innovante dans la mesure, dans la grandeur de la situation, mais c'est ça nous permet d'avancer. Fait que c'est ça qui est important, comme FX tu dis, de montrer nos réussites, oui, parce que c'est le fun, mais où est-ce que ça a tilté, où est-ce que on peut dire pas nos échecs, mais nos ratés, ben, à ce moment-là, ça permet de voir justement une facette qui nous façonne en tant que tel, comme dans notre progression là, de chasse à l'île. Donc, messieurs, je ne sais pas si Max Moreau, tu as d'autres choses à ajouter. Ça fait maintenant 1h30 qu'on est en ondes. Ça a été un live extrêmement informatif, un épisode riche en contenu, encore une fois, puis d'histoire de chasse, de concret terrain. Merci les gars de encore votre participation à l'épisode 8. Merci à vous, à tout le monde, d'avoir été présent. On a répondu à vos questions en mesure. On essaie de faire notre gros possible. Puis il nous reste encore 2 belles épisodes devant nous pour conclure la saison 1 du Balado Parlons Anticosti. Donc, soyez des nôtres dans les prochaines semaines.
malgré les séries éliminatoires au hockey, malgré notre vie au quotidien, on va vous présenter encore du bon contenu. Donc, les gars, merci d'avoir été là aujourd'hui. Ça a été vraiment un bel épisode. Ça fait plaisir, FX. Bonne soirée. Merci les gars. Hey, merci tout le monde. On se voit la semaine prochaine pour l'épisode 9.